Dans cet épisode de Cruauté en face, nous allons plonger dans une affaire où les apparences d'une vie paisible ont masqué des secrets inavouables. Un couple apparemment sans histoire, une maison tranquille, mais derrière ces murs, une vérité bien plus sombre attendait d'être révélée. Avant de commencer, une nouvelle vidéo est disponible sur ma chaîne secondaire Cruauté en face story. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder, à vous abonner et à commenter. J'y publie 1 à 2 vidéos par semaine, alors ne manquez rien. Nous croyons souvent connaître nos proches, être à l'abri des mystères qui hantent les autres foyers. Pourtant, parfois, les secrets les plus sombres se cachent derrière les portes closes de maisons ordinaires. Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire révèle comment une façade de normalité peut dissimuler des vérités terrifiantes. Je suis Genéza, et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment une vie en apparence ordinaire a basculé dans l'horreur. Préparez-vous, car certaines réalités dépassent la fiction. Direction la ville de Holland, dans le comté d'Ottawa, dans le Michigan. Un petit coin paisible, parfait pour les vacances ou pour enterrer quelques secrets. Ryan a vu le jour le 12 décembre 1962, dans une famille aussi nombreuse qu'aimante. 7 frères et sœurs, oui 7, nés entre 1955 et 1974. Il y avait Lynn, Terry, Breck, Shia, David, Cheryl et Gail Marie, la petite dernière, née le 24 avril 1965. La matriarche, Dorothea, s'est mariée avec Wendell, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Et non, ce n'était pas juste pour les allocations. Wendell avait ensuite bossé pendant 26 ans dans une entreprise de meubles. Et le week-end, il chantait à l'église, fidèle membre du chœur depuis plus de 37 ans, un vrai cliché ambulant du bon chrétien américain. Bref, la famille Wingarden avait tout de la petite tribu tranquille, une vie sans vagues, sans scandale, sans meurtre, du moins en apparence. Parce qu'évidemment, sinon tu ne serais pas là à écouter cette histoire. Dans les années 80, Gail a rencontré Rick Lee Brink. Coup de foudre immédiat. Le gars a carrément déclaré le jour même « c'est la bonne ». Et pour une fois, il n'a pas menti. Leur histoire a été rapide, sincère, intense. Rick avait 7 ans de plus qu'elle, né le 12 février 1958, et il avait grandi avec son frère Bud, sous l'aile de leur mère Isla Brick. Début 1986, Gail et Rick se sont mariés. Le couple rayonnait, complicité, stabilité, réussite, l'image parfaite. Tout le monde les adorait, une vraie pub de lessive. Pendant ce temps-là, Ryan, c'était une autre ambiance. Il galérait à trouver un emploi fixe. Il a vivoté en vendant un peu d'herbe, histoire de ne pas finir complètement à sec. Niveau sentimental, il sortait avec Pamela Ann Marassini, née le 3 mars 1965. Sur le papier, ça semblait sérieux. Mais dans les faits, il la trompait avec une ex, Crystal Billen. Pendant que Gail et Rick construisaient leur petit nid douillet, retapant leur maison avec amour et ambition, Ryan s'enfonçait doucement mais sûrement dans les ennuis. Puis, en novembre, les tensions ont éclaté. Ryan s'est violemment disputé avec certains de ses frères et sœurs. Le plan de leurs parents, Dorothea et Wendell, de venir s'installer sur le terrain de Gail et Rick n'a pas plu à tout le monde. Certains enfants s'y sont opposés fermement, pendant que Ryan, lui, insistait. Il voulait que ça se fasse. Il a même mis la pression, et c'est souvent quand on force les choses que tout explose. La dispute autour de ce déménagement a mis une sacrée pression sur la famille. Mais surtout, elle a laissé des traces profondes entre Ryan et Gail. Rien de bien nouveau, toutes les familles ont leur drame domestique. La plupart des Weingarten ont pensé que ça allait passer, comme d'habitude, une tempête dans un verre d'eau.
Mais ce verre-là s'est vite transformé en coupe de sang. Le samedi 21 novembre, Gail et Rick sont allés à un mariage. Une jolie fête, des rires, quelques verres. Puis, en fin d'après-midi, ils sont rentrés chez eux. Et là, plus rien. Plus personne ne les a revus. Silence radio. Le lundi 23, ni Rick ni Gail ne se sont présentés au travail. Une absence qui a immédiatement inquiété les parents du jeune homme. Sans nouvelles, ils ont décidé d'aller voir directement ce qui se passait chez leur fils. Et là, cauchemar, un vrai, le genre de scène qui ferait pâlir même un réalisateur de films d'horreur. Dans la voiture, garée devant la maison, ils ont découvert Rick, affalé sur le volant de son Chevrolet Blazer, la tête criblée de balles. Sa mère a failli s'évanouir. Et franchement, qui ne l'aurait pas fait? Le père, lui, a tenu le choc, ou du moins, il a essayé. Il a aidé son épouse à regagner la voiture, a pris une grande inspiration, ou peut-être plusieurs, et est retourné à l'intérieur pour chercher Gail. Il l'a trouvée dans la chambre principale, étendue sur le lit à eau, la tête recouverte d'un oreiller trempé de sang. Il n'a même pas eu le temps de réaliser. Il a fui la maison, suffocant, incapable de garder son calme. Et franchement, on ne va pas le juger. Il est retourné à la voiture, a tout raconté à sa femme, et ensemble, ils ont appelé la police. La nouvelle a secoué toute la ville de Holland. Qui aurait pu vouloir du mal à Gail et Rick? Ils formaient un couple adorable. Elle, 22 ans. Lui, 28. Mariés depuis 1 an et demi, amoureux, bosseurs, sans histoire. Ce n'était pas vraiment le profil à attirer des ennemis. Quand les flics sont arrivés, ils ont commencé à faire le tour. Le corps de Rick se trouvait bien dans son Chevrolet Blazer, dans l'entrée du garage. 2 balles dans la tête. Gail, elle, gisait sur son lit. 3 balles, et aucun signe de lutte, ni de vol. Rien n'avait été fouillé. La maison était en ordre, un peu trop même. Aucun chaos, aucun objet déplacé. Tout avait été fait vite, proprement, froidement. Même la voiture était impeccable, pas une trace. L'affaire a fait les gros titres pendant des mois. Les journalistes s'en sont donnés à cœur joie. Dans une interview, le frère de Rick, Bob, s'est souvenu du prêtre lors des funérailles. Dès l'ouverture de la cérémonie, il a lancé cette phrase « C'est l'œuvre du diable ». Et là, pour une fois, tout le monde était plutôt d'accord. Malgré les efforts, les policiers n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Pas de témoins, pas de mobile, pas d'indices, et un couple massacré sans que personne ne comprenne pourquoi. Les corps ne montraient aucune trace de lutte, rien, juste des balles, pas de bagarre, pas de cris, juste la mort, rapide et méthodique. L'enquête, elle, n'a jamais vraiment décollé. Après les premières expertises, scènes de crime, autopsie réglementaire, les enquêteurs se sont retrouvés dans une impasse. Impossible de comprendre le mobile. Rien n'avait été volé. Le cambriolage? Rayé de la liste en 2 minutes. Rick et Gail portaient encore leurs montres, leurs alliances aussi. Même l'argent était resté à sa place. $280 dans la chambre, 240 dans un tiroir de la cuisine. Le tueur n'avait rien touché. Il était venu pour tuer. Point. Les autorités ont estimé que les meurtres avaient eu lieu entre la nuit du samedi 21 novembre et l'aube du dimanche 22. Personne ne les avait revus depuis le mariage auquel ils avaient assisté à l'hôtel Holiday Inn, ce fameux samedi après-midi. Les policiers ont interrogé les proches, les voisins, les invités, tout le monde. Mais avec le temps, l'enquête s'est évaporée. Pas de preuves, pas de témoins, pas de suspects. Le genre de dossier qui finit au congélateur, étiqueté à rouvrir un jour, peut-être. Et la vie, elle, a repris son cours, malgré le vide, malgré la douleur. Ryan, lui, s'est marié avec Pamela un peu plus d'1 an après les faits. Oui, lui, celui qui criait sur ses frères et poussait pour le déménagement.
Ils ont eu 3 enfants, Caleb, Elizabeth et Benjamin. Une jolie petite famille, bien rangée, comme si rien ne s'était passé, comme si tout allait bien. Mais l'histoire n'était pas finie. Le temps passe, mais la vérité, elle, attend. Wendell et Dorothea, les parents de Gail, ont continué leur vie côte à côte. Ils ont fêté leurs noces d'or, un amour qui avait survécu à tout, même au pire, jusqu'à ce que Wendell décède le samedi 9 juillet 2005. Les funérailles ont eu lieu dans l'église où il avait chanté toute sa vie, et il a été enterré avec les honneurs militaires au Restlawn Memorial Gardens. Il est parti sans jamais savoir ce qui était vraiment arrivé à sa fille. 18 ans plus tard, toujours aucune réponse. Et ça, c'est un genre de torture en soi. Mais alors que tout semblait figé, un rebondissement. 24 ans après le carnage de 1987, un élément est remonté à la surface. La police du comté d'Ottawa a reçu de nouvelles informations. De quoi rouvrir le dossier. En 2009, le shérif du comté a mis sur pied une équipe spéciale dédiée au cold case. Et 2 ans plus tard, en 2011, Venus Rapper et David Blakely ont été désignés pour relancer l'enquête sur le double meurtre de Rick et Gail. Et ils n'ont pas chômé. Ils ont fouillé des montagnes de documents. Littéralement, certains étaient tellement vieux et abîmés qu'il a fallu les recoller avec du scotch. Ils ont mené plus de 200 interviews, traversé des États entiers pour retrouver des témoins qui avaient refait leur vie ailleurs. Ils s'accrochaient à une conviction. Avec le temps, les loyautés s'effritent. Mais la culpabilité, elle, reste. Ils ont creusé pendant près de 2 ans, décortiquant les rapports, questionnant encore et encore les anciens témoins. Ce n'était pas du harcèlement, c'était de la stratégie. L'objectif ? Briser les murs, faire tomber les défenses, créer un climat de confiance, pour que ceux qui savaient mais s'étaient tus finissent par parler. Et, spoiler, certains ont parlé. Dans ses interviews, Venus a souvent confié qu'elle pensait à cette idée-là. Les mensonges finissent toujours par rattraper les gens. Et elle avait raison. Avec le temps, les amitiés changent, les leçons s'imposent. Et parfois, il suffit de poser la bonne question au bon moment pour que le vernis craque et que la vérité sorte toute seule, en tremblant. Un des premiers souvenirs qu'ils ont réussi à déterrer venait de Cheryl, l'une des sœurs de Gail. Elle a raconté qu'un jour, Ryan lui avait lancé cette phrase, à brûle-pourpoint. « Tu crois que j'aurais été capable de faire un truc pareil, comme ce qu'il est arrivé à ma sœur et à Rick ?» Même la tante des Weingarten a confirmé ce drôle de commentaire. Et la détective Vénus, qui en avait vu d'autres, a trouvé ça, disons, légèrement anormal. Qui se pose ce genre de questions juste pour réfléchir, à moins d'avoir un démon à purger. En retournant fouiller les anciens dossiers, les enquêteurs ont vu que Ryan avait bien été interrogé juste après le drame. Mais à l'époque, personne ne l'avait pris au sérieux. Il n'avait jamais été considéré comme suspect. Interrogé sur sa soirée du samedi, il avait affirmé qu'il était chez un ami, avec Pamela, en train de faire la lessive et de s'occuper de ses enfants. Routine banale, rien de louche. Quand on a demandé à Pamela, elle a confirmé l'alibi. Mais en creusant plus profond dans le dossier, ils ont trouvé une deuxième déclaration de Pamela. Et cette fois, les détails ne collaient plus. Alors, ils ont décidé de l'inviter à venir s'expliquer une nouvelle fois. Le 18 janvier 2013, Pamela a été convoquée au département du shérif du comté d'Ottawa. On l'a installée dans une petite salle. On l'a fait patienter, longtemps. Puis, Vénus et David sont entrés. Ils se sont assis et ils lui ont demandé calmement « Racontez-nous tout ce que vous savez sur le meurtre de Gail et Rick. » Et là, jackpot. Comme il le pressentait, Pamela en savait beaucoup plus qu'elle ne l'avait jamais dit. Et ce jour-là, elle est arrivée avec une mission,
se libérer du poids qu'elle avait traîné pendant 24 ans. Elle a hésité. Un peu. Elle s'est raclé la gorge, a baissé les yeux, puis elle a lâché la bombe. Ryan, son mari, avait tué Rick et sa propre sœur, Gail. Elle a soufflé un long soupir, puis elle a tout raconté. Le samedi soir, Ryan s'était rendu chez Gail et Rick. Encore une dispute, toujours à propos de ce maudit déménagement. L'ambiance a tourné au vinaigre, les voix ont monté. Gail et Rick ont fini par lui demander de partir. Il a accepté. Il a marché jusqu'à sa voiture, mais 1 minute plus tard, il est revenu. Prétexte, j'ai un problème avec ma voiture. Rick, en bon gars, a proposé de l'aider. Il a dit à Gail de rester à la maison pendant qu'il raccompagnerait Ryan. C'était la dernière fois qu'elle l'a vu vivant. Rick n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. 2 balles, dans la tête. Exécution froide, méthodique. Ensuite, Ryan est retourné dans la maison. Il est monté dans la chambre. Il a trouvé Gail. Elle était sur le lit. Et là, 3 balles, sans un mot, sans un cri. Le lendemain matin, dimanche 22 novembre 1987, comme si de rien n'était, Ryan a embarqué Pamela et leur bébé de 6 mois, Nathan, un enfant né d'une précédente relation, pour aller chez Gail et Rick, chez les morts, chez les 2 qu'il avait abattus la veille. Quand Pamela est arrivée sur les lieux, son bébé dans les bras, elle a vu Rick allongé dans sa voiture, mort. Le choc l'a foudroyée. Elle a voulu fuir, hurler, courir, mais Ryan, lui, l'a attrapée, fermement, et il l'a traînée jusqu'à l'intérieur de la maison. Il l'a conduite dans la chambre. Il a retiré l'oreiller du visage de Gail, révélant l'horreur. Et il a forcé Pamela à regarder. Elle n'a pas tenu, c'était trop. Elle a hurlé, elle a couru, terrifiée, mais pas vers un voisin, pas vers un téléphone, pas vers la police. Non, elle a foncé vers la voiture. Elle s'est assise côté passager. Et elle a attendu, juste attendu, comme si tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Au détective, elle a raconté que Ryan avait avoué sa jalousie maladive. Il enviait le bonheur, la réussite, l'harmonie entre Gail et Rick. Une rancœur qui avait pourri lentement jusqu'à exploser. Mais ce n'était pas tout. Loin de là. Pamela leur a confié qu'elle avait gardé ce secret empoisonné pendant plus de 24 ans, par peur de perdre son travail, sa liberté, sa famille. Elle aimait encore Ryan, malgré tout. Elle ne voulait pas priver ses enfants de leur père. Mais elle étouffait, et la culpabilité la rongeait. Elle n'en dormait plus. Elle n'en vivait plus. Ce jour-là, elle a enfin tout lâché, et quand elle a quitté cette pièce, elle était soulagée. Pour Venus et David, ce témoignage, ajouté à ceux d'autres témoins, leur a donné tout ce qu'il fallait pour agir. Ce même jour, ils ont arrêté Ryan, suspect numéro 1 dans le double meurtre de Rick et Gail. Le procureur a été immédiatement informé. Sa mission, prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que Ryan Weingarten avait assassiné sa propre sœur et son beau-frère. C'était l'heure de sortir l'affaire de l'ombre. L'affaire a été transférée au tribunal de Hollande. En février 2013, les audiences de cause probable ont commencé. Plus de 50 témoins ont été convoqués à comparaître devant le juge Bradley Null. Les procureurs ont salué le travail de fourmi mené par les forces de l'ordre, et tout particulièrement par Venus et David, qui avaient réussi à reconstruire un puzzle poussiéreux après plus de 2 décennies de silence. Mais voilà, même avec tout ça, la mémoire humaine, elle a ses limites. Certains témoins ne se souvenaient plus précisément des dates, des lieux ou même des phrases exactes que Ryan avait dites à l'époque. Trop de temps était passé, trop de zones grises. Les avocats de la défense, dont David Hall, s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont attaqué la crédibilité des témoignages, insinuant que les souvenirs flous ne pouvaient pas fonder une condamnation solide. Le procureur adjoint du comté d'Ottawa, Lee Fisher, a reconnu que c'était compliqué, il le savait.
Obtenir des preuves tangibles après autant d'années, c'était presque un miracle. Mais il restait une pièce maîtresse du dossier, Crystal Billen. Crystal a témoigné, calme, claire, détachée, presque. Elle a répondu sans hésiter à toutes les questions. Elle a livré des infos clés. Et c'est sans doute ce qui a retourné une partie du procès. Ce climat de calme, il faut le dire, n'est pas sorti de nulle part. On avait dû faire sortir Ryan de la salle après qu'il a enchaîné plusieurs crises, des explosions de colère qui empêchaient les audiences de se dérouler normalement. Crystal, l'ex de Ryan, a été en couple avec lui pendant 4 ans. Leur relation s'est terminée avant le drame, mais ils sont restés en contact, amis, et un peu plus que ça, selon les jours. Son témoignage, ce jour-là, a été la pièce manquante du puzzle, celle qui a retourné l'audience, figé les visages et dévoilé la vraie raison derrière l'horreur. Elle a raconté qu'un peu après les meurtres, Ryan lui avait confié quelque chose d'horrible. Il l'a emmené dans un parc au nord de Hollande. Il était en larmes. Il disait qu'il n'en pouvait plus, qu'il devait vider son sac. Et ce qu'il a sorti ce jour-là a glacé le sang. Dans son adolescence, Ryan a contraint sa propre sœur, Gail, à avoir des relations sexuelles. Oui, à plusieurs reprises. Et Gail lui avait dit non, plusieurs fois, mais ça ne l'avait pas arrêté. Jusque-là, personne n'avait imaginé un tel scénario. Un inceste non consenti entre frères et sœurs, invisible, dissimulé pendant des années. Crystal a aussi raconté que Ryan, un jour, sur un bateau, avait été surpris par Rick alors qu'il regardait Gail avec un regard, disons, peu fraternel, pris sur le fait, gêné, humilié et peut-être bien furieux d'avoir été démasqué. Là, tout s'éclairait. Les jalousies évoquées par Pamela, la rancœur, l'envie maladive, ce n'était que la surface. Ryan avait tué pour empêcher la vérité de remonter. Un secret inavouable, inacceptable. Alors, il avait fait taire ceux qui le détenaient. Lorsque Pamela est repassée à la barre, elle a reparlé de cette scène où Ryan l'avait emmenée voir les cadavres. Elle a revécu ce moment sous les yeux d'une salle médusée. Cheryl, la sœur de Gail, a également témoigné. Elle a raconté qu'après la tragédie, elle avait appelé Ryan. Elle cherchait du réconfort. Elle espérait un peu de chaleur fraternelle. Mais au téléphone, elle a trouvé un homme froid, distant, presque mécanique. Il lui a balancé que Gail avait eu une belle vie, comme si ça justifiait son exécution. Et le pire, il lui a sorti, encore une fois, « Tu crois que j'aurais pu faire ça, moi ?» À ce stade, ça ressemblait plus à une obsession qu'à une question. Pendant les pauses du procès, les commentaires fusaient. Certains disaient que les témoignages étaient faibles, que les souvenirs étaient flous. L'avocat David Hall a crié au ragot au bruit de couloir. Mais les procureurs ont maintenu leur cap. Ils se sont appuyés sur les témoignages de Crystal, Pamela et Cheryl. 3 femmes, 3 versions différentes, mais un même fond d'histoire. Ryan avait tué par jalousie, et surtout pour que son secret d'inceste ne voie jamais la lumière. Le juge Bradley Knoll, après avoir tout entendu, a tranché « Les preuves étaient suffisantes. Le dossier a donc été transféré au tribunal de circuit du comté d'Ottawa. Pas de commentaire de Ryan. Il était déjà en détention, sans droit à la libération sous caution. Pas un mot, juste le silence d'un homme de 50 ans enfermé avec ses fantômes. » Le procès a officiellement commencé en mars 2014. Plus de 60 témoins ont défilé. Parmi eux, 2 sœurs de Ryan, sa tante, Crystal et Pamela. Leurs témoignages ont été cruciaux. Ils ont permis de comprendre le mobile et surtout la monstruosité du geste. 3 semaines d'audience. Et un autre nom est apparu, James Mitcham alias Jimbo. Un vieil ami d'enfance de Ryan, devenu au fil des années son patron dans une entreprise d'abattage d'arbres. Même après l'avoir viré, Jimbo avait gardé des liens avec lui.
Ils se voyaient presque tous les jours autour d'un café pour discuter de tout et, parfois, de rien. Mais tu te doutes bien, quelque chose dans ces cafés-là allait ressortir. Pendant l'une de leurs pauses café, Ryan a glissé à James, son ami de toujours, quelques phrases étranges, à la limite du devinette morbide. C'était le mardi 24 novembre 1987. James s'est souvenu d'un détail capital. Les corps de Gail et Rick avaient été découverts la veille. Autrement dit, Ryan savait, avant même que les infos circulent, avant les gros titres, avant les condoléances. De son côté, Lynn, une autre sœur de Ryan, a lâché une révélation glaciale. Peu après le double meurtre, Ryan lui aurait dit qu'il voulait demander pardon à Gail parce qu'il sentait qu'il l'avait déshonorée. La défense, menée par David Hall et Ken Wildrix, s'est accrochée jusqu'au bout à une coartade bancale et à un manque supposé de mobile clair. Ils ont tenté de semer le doute. Selon eux, Gail et Rick auraient pu être les victimes d'un gang de motards trafiquants venus tout droit de Détroit. Autre hypothèse, un contentieux financier non élucidé. Et enfin, une dernière théorie, pour les amateurs de coïncidence, le couple aurait été confondu avec les anciens propriétaires de la maison. Parce que, visiblement, le tueur aurait été myope. Ken, l'un des avocats, a alors interrogé le médecin légiste Stephen Cole. Était-il possible que les blessures de Gail et Rick aient été causées par deux armes différentes? Réponse du médecin, non, une seule. Un calibre 22, l'arme du crime. Simple, directe, légère, mais mortelle. Il a aussi précisé que le corps de Rick avait sans doute été déplacé. Il y avait du sang partout sur le volant, preuve qu'il avait gardé la tête appuyée là un moment, alors que son corps avait été retrouvé du côté passager. Pour que tout le monde comprenne bien la violence de l'attaque, le légiste a sorti des modèles de têtes humaines et, avec des tiges métalliques, il a montré précisément les trajectoires des projectiles. Puis est venu le retour de Pamela à la barre. Elle a redit, d'une voix ferme, que Ryan lui avait avoué avoir tué Gail et Rick, par jalousie, et parce qu'il ne voulait pas que Gail révèle son secret à Rick. Le procureur adjoint Lee Fisher s'est appuyé sur les témoignages de Cheryl, Lynn, Crystal et surtout Pamela. Ryan était jaloux de Rick, oui, mais ce n'était pas l'amour qu'il voulait, c'était le silence. Le procureur l'a dit clairement. La dispute sur le déménagement, c'était juste l'allumette. Le plan, lui, avait déjà été préparé. Ryan n'a pas craqué, il a exécuté. Puis, le moment tant attendu. Ryan a dû prendre la parole. Pamela, elle a refusé d'assister à son témoignage. Elle est restée hors de la salle, sans un regard. Et Ryan, lui, il s'est montré conflictuel, accusateur. Il a dit que les policiers et les procureurs lui avaient mis des mots dans la bouche, qu'on l'avait manipulé. Mais le plus troublant, c'est ce qu'il a admis, malgré tout. Il a raconté avoir eu 3 rapports sexuels avec sa sœur Gail. Le premier, quand il avait 12 ans et elle 9. Le second, quand il avait 13 ou 14 ans et elle 11 ou 12. Le dernier, lorsqu'il avait 15 ans, elle 12. 3 ans d'écart et une enfance piétinée. À un moment, il a craqué. On a cru qu'il pleurait. Mais il s'est vite ressaisi. Non, il n'aurait jamais tué sa sœur pour ça. Il a insisté. C'était consenti. Et puis, cerise sur le cercueil, il a même ajouté que Gail n'avait pas perdu sa virginité avec lui, comme si c'était un détail rassurant. Les procureurs ont immédiatement réagi. Non, ce n'était pas consenti. C'était un abus, un crime. Et Ryan avait profité de sa sœur. Encore et encore. Le 28 mars 2014, après 4 heures de délibération, le jury a rendu son verdict. Le jury a pris en compte tous les témoignages à charge, aucun doute. Ryan Weingarten a été déclaré coupable de 2 meurtres au premier degré pour avoir ôté la vie à Gail et Rick de sang-froid.
Du côté des familles, il y a eu un soulagement mêlé de larmes. Mais Ryan, lui, il a explosé. Il a hurlé à l'injustice. Il a crié qu'il était innocent. Encore et encore. Le juge John a fixé une nouvelle audience pour prononcer la peine prévue pour le lundi 21 avril 2014. Et le jour venu, Ryan a remis le spectacle en route. Il s'est présenté avec une attitude exécrable, arrogant, provocateur. Pendant 1 heure entière, il a clamé son innocence, tout en crachant son venin sur les procureurs, les policiers, les détectives, et même Pamela, qu'il a accusée d'avoir été manipulée. Puis, il s'en est pris à ses propres avocats. Et enfin, pour couronner le tout, il a traité le juge de menteur. Oui, carrément. Et dans un dernier élan mystique, il a déclaré que le Seigneur le réhabiliterait bientôt. Amen et rideau. Le juge John, lui, n'a pas tremblé. Il a décrit Ryan comme un criminel brutal, froid, calculateur, manipulateur. Un homme qui avait assassiné sans pitié, sans considération pour les liens du sang. Il l'a condamné à 2 peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. 2 vies volées, 2 vies derrière les barreaux. Les familles de Gail et Rick ont pris la parole. Leurs mots étaient simples, mais puissants. Elles ont exprimé leur gratitude envers tous ceux qui ont permis que justice soit faite. Et en particulier envers les détectives Venus Rapper et David Blakely pour leur travail acharné, leur détermination et leur humanité. En larmes, Cheryl a dit que sa sœur avait attendu justice pendant 27 ans. Et maintenant, elle pouvait aller sur sa tombe, lui dire au revoir et la laisser reposer en paix, enfin, aux côtés de Rick. La détective Vénus, émue, a déclaré qu'il s'agissait d'un des dossiers les plus marquants de sa carrière et que malgré le poids du passé, ils avaient fait leur travail pour que la justice triomphe, pour 2 innocents à qui on avait tout pris. Mais Ryan n'en avait pas fini. En 2018, il a tenté d'annuler sa double peine à perpétuité. Il a porté l'affaire devant la Cour d'appel de l'État d'Ottawa, rejetée, puis devant la Cour suprême de l'État, rejetée aussi. Ryan est incarcéré depuis janvier 2013, et sauf miracle ou évasion hollywoodienne, il mourra en prison. Son père Wendell est mort sans jamais connaître l'horrible vérité sur ce qui était arrivé à sa fille Gail. Mais Dorothea, la mère, a eu le temps. Elle a fêté ses 90 ans le 2 juin 2021 et elle est décédée quelques mois plus tard, le 8 octobre. Elle a vécu juste assez pour voir la vérité éclater, pour voir la justice frapper. L'affaire Ryan Weingarten reste un rappel lugubre, un exemple de plus de la façon dont le mensonge, quand il sert à cacher l'indicible, peut mener au pire. Ryan a choisi de bâillonner la vérité, d'enfouir ses crimes dans le silence. Mais la vérité, elle, a fini par parler. Il a détruit des vies, il a condamné la sienne, et maintenant il paie le prix, à perpétuité. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.